Wall Street, bourse des États-Unis, tour d'horizon du marché directeur mondial, marché action, secteur du marché action, obligations et dollar US. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver à la nouvelle édition du Top Gun. Nouvelle édition du Top Gun, consacrée cette fois-ci à un panorama technique cross-asset États-Unis. Nous allons parler des États-Unis et uniquement des États-Unis à un moment où la probabilité, le débat sur la probabilité d'une récession est sans fin. Vous l'avez noté la semaine dernière, les indicateurs macro avancés au gouffre, notamment les très respectés PMI, notamment dans le secteur manufacturier. Le marché du travail, au contraire, résilient. La Fed qui devrait marquer une pause lors de la réunion du mercredi 14 juin prochain, mais qui pourrait, j'ai bien insisté sur le T, encore relever une dernière fois son taux en juillet pour atteindre son taux terminal à 5,50. L'inflation qui recule, l'inflation nominale qui recule et qui devrait encore reculer selon Trueflation, mais l'inflation sous-jacente qui, elle, est stable. Eh bien, chers amis, j'ai voulu faire un focus complet sur le marché action qui est tiré par les big caps américaines, les méga caps américaines, le Nasdaq qui est proche de son record historique. Vous êtes sur le Nasdaq, proche de son record historique? Bon, c'est dommage, nous en avons parlé depuis quelques semaines. Le dollar US, le marché obligataire, les secteurs du marché action, on va tout couvrir, donc on va prendre le temps comme d'habitude. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, la semaine dernière elle avait duré 45 minutes, peut-être que celle-ci durera autant, un peu moins, on verra bien. En tout cas, ce que je veux, c'est prendre le temps. Voilà le plan. Alors, on va commencer par... Vous savez, il y a le débat actuel sur la so-called dédollarisation du monde. Mais il faut arrêter. Attention, je ne dis pas que la part du dollar, je ne dis pas que des groupes de pays n'essayent pas, à très long terme, de trouver une alternative au dollar. Mais d'une, le dollar ne disparaîtra jamais. De deux, aucune monnaie à horizon 20 ou 30 ans n'aura le statut actuel qu'a le dollar. Des monnaies vont peut-être monter. Mais bon, bref, on va commencer par un point là-dessus. Mais j'introduis ce débat d'une autre façon. Ce sera un peu à l'introduction. Dédollarisation. Wall Street, puisqu'on là on parle de Wall Street est-elle encore la place boursière de Wall Street? C'est une rue, hein, et c'est là où il y a le palais de la bourse. Est-elle encore le marché directeur mondial ou occidental? Moi, je vais répondre avec 3 critères à cette question. Ensuite, deuxième partie, un point complet sur les méga et large cap US. Mais un point technique complet, le positionnement institutionnel, l'analyse technique, les ratios, l'analyse quantitative, enfin tutti quanti, on va y passer la journée. Ensuite, deuxième partie, les secteurs. Les secteurs du marché action, énergie, finance, consommation discrétionnaire, la tech, les secteurs défensifs, utilities, tous les secteurs, la hiérarchie sectorielle, lesquels surperforment, lesquels sous-performent. Faut-il s'inquiéter? Que font les secteurs défensifs? Pourquoi les valeurs financières et l'énergie sont tout en bas, que les autres secteurs cycliques sont tout en haut? Voilà, on se fait un point complet sur les secteurs. Troisième partie, les small et mid cap qui sont en retard. Les troupes ne suivent pas encore les généraux, quoique ça commence un peu. Y a-t-il des opportunités sur les small et mid cap? Quatrième partie, les obligations. Moi, j'estime que cette remontée des taux d'intérêt du marché donne des prix d'entrée superbes à long terme à l'achat sur le prix des obligations. Le prix des obligations est archi pas cher, les rendements sont tout en haut. Je le répète souvent, c'est l'année de l'opportunité de long terme du marché obligataire, j'en remets une couche. Et enfin, le dollar américain, je vais faire suite à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière dans le Fast and Forex, à savoir que j'estime que le rebond actuel du dollar américain a une bonne probabilité d'être un rebond du chat mort. Et comme là, j'ai à ma disposition toutes les données de positionnement qui ont été mises à jour vendredi soir par la CFTC, on fait donc ce point complet, c'est parti, Wall Street, tour d'horizon complet. Chers amis, je me suis réduit, regardez, je suis tout en bas, et donc on attaque Wall Street, tour d'horizon du marché directeur occidental. J'ai donné la réponse. Bon, occidental, actions, obligations, secteur et dollar américain. Donc voilà, on prend le temps de le faire. Alors le plan, je viens de vous le donner, donc il s'affiche à nouveau sous vos yeux, mais voilà, on passe directement à la première partie, Wall Street, marché directeur mondial ou simplement occidental. Alors là, bien sûr, rassurez-vous, hein, moi, quand je parle de débat polémique, là, c'est pour en rajouter un petit peu, hein, mais vous me connaissez, moi je ne jette pas d'huile sur le feu.
Moi, j'aime par contre, quand je vois des questions comme ça qui sont traitées à la tout va, j'aime moi simplement arriver avec quelques faits. Donc là, on va pas parler du dollar. J'ai déjà récemment fait je vous ai proposé une vidéo que vous avez été nombreux à regarder, je vous en remercie d'ailleurs, sur le rapport relatif entre le yuan renminbi et le dollar US, en vous montrant qu'il n'y avait pas photo, que c'était le dollar qui écrasait tout, même si, ok, il perd un petit peu de points de pourcentage de part de marché. Mais là, parlons de Wall Street. Est-ce que Wall Street domine encore la haute finance mondiale ou simplement la haute finance occidentale? Nous savons qu'en Europe, nous suivons Wall Street comme des moutons. Nous n'avons plus qu'à beuler, mais ça, le marché européen, heureusement, ne sait pas beuler, mais il pourrait le faire. Bon. Mais les autres marchés sont-ils indépendants? Alors, on va regarder quelques critères. Lorsqu'on regarde le critère de la capitalisation boursière totale, que vous prenez Wall Street, l'évolution du poids de Wall Street dans la capitalisation boursière totale mondiale, 42%. Non seulement Wall Street pèse encore 42% de la capitalisation boursière mondiale, la bourse de New York et le Nasdaq additionnés, et cette tendance, eh ben, elle est haussière. Et oui, elle est haussière. Elle est haussière. Donc, bien sûr que oui, que Wall Street est le marché directeur mondial encore actuel, selon ce critère-là. J'ai deux autres critères aussi à vous montrer. J'ai le critère du volume négocié sur les contrats à terme pétrole. Alors, quand même, on parle du pétrole. Ben là, il n'y a pas photo. Hein. Shanghai, c'est tout petit. Mais par contre, ça grandit. Oui, attention, bien sûr que le poids relatif des États-Unis recule. D'ailleurs, les bourses de Shanghai dépassent Euronext. Euronext est quand même une confédération de bourses de la zone euro. Donc, c'est pas rien. Et encore, il y a aussi le marché dérivé de London. Donc, il y a quand même... Voilà, mais... Donc, c'est pas rien. La Chine monte. Mais il n'y a pas photo overall lorsqu'on regarde la big picture. Et on va aussi regarder le poids du dollar sur le marché des changes, que je vous avais déjà montré, selon les datas de la Banque des règlements internationaux. Donc là, en fait, je vous fais une petite intro sur ce sujet. Avant d'attaquer le tour d'horizon marché-action, obligations, big cap, large cap, small cap, les caps dans tous les sens, les secteurs, le dollar et les obligations. Mais vous avez la timeline avec le temps, donc vous pouvez directement aller là où ça vous intéresse. Donc voilà, on commence par Wall Street. Marché directeur mondial ou simplement occidental. Vous avez déjà ici, ça nous vient de Visual Capitalists, les méchants capitalistes. Et vous avez donc la courbe ici de la part de Wall Street dans la capitalisation boursière mondiale totale. Effectivement, on peut voir qu'entre 2010 et 2022, 2023, c'est une tendance baissière. Non, bien sûr, je rigole. Donc 42% de part de marché pour 24% du PIB mondial. Alors c'est le PIB nominal. À parité de pouvoir d'achat, c'est moins et c'est d'ailleurs égal, voire même un peu inférieur à la Chine maintenant. 4% de la population mondiale. Donc déjà, il n'y a pas de Wall Street dédollarisation en fonction du marché action. Maintenant, voilà, vous avez ici le classement des bourses selon la capitalisation boursière mondiale. Alors oui, la bourse de New York et le Nasdaq écrasent tout, mais voilà, Shanghai qui arrive en 3e position et qui dépasse Euronext. Euronext, c'est quand même une fédération de bourses européennes, dont Paris, Amsterdam, Lisbonne, Bruxelles, et tutti quanti. Donc c'est pas rien, je veux dire, si vous additionnez Shanghai et Shenzhen, vous arrivez quasiment à la moitié du NYSE. Et c'est 3 fois plus que Londres. Donc effectivement, le poids relatif, la Chine monte. Le poids relatif des US n'a pas vraiment baissé. Bon, il cesse de monter. Mais d'un point de vue des marchés financiers, les places boursières chinoises, maintenant, atteignent quasiment, lorsqu'on les additionne, un bon 35-40% de ce que pèse Wall Street. Par contre, voilà, les places boursières des BRICS, par exemple, des autres BRICS, ça reste encore tout petit. Donc c'est vraiment la Chine qui a percé. Donc ça, on peut déjà noter cet aspect-là. Maintenant, deux autres critères qui me semblent intéressants pour savoir si Wall Street est toujours un marché directeur mondial ou simplement occidental. Deuxième critère, le volume négocié sur les contrats à terme pétrole. Donc vous avez là des données qui nous proviennent de Bloomberg. Et en gros, vous avez en rouge les contrats à terme pétrole négociés en yuan renminbi, la devise de la Chine. Oui, effectivement, la Chine a lancé sa propre bourse dérivée de matières premières à Shanghai, donc depuis quelques années. Vous voyez que c'est tout petit. Et tout ce qui n'est pas rouge, à 95%, c'est libellé en USD. Je crois qu'il n'y a pas de sujet. Voilà, vous avez la réponse comme moi. Sur les contrats à terme pétrole, alors oui, je veux bien qu'il y ait des déclarations
intempestives des patrons, des chefs d'État, des patrons n'importe quoi, des chefs d'État des BRICS, de certains pays, le dollar on n'en veut plus, ça vaut zéro, etc. Dans les faits, alors ils ont sûrement des bonnes intentions, et puis même à long terme, vous croyez vraiment que le Brésil a son réal brésilien, la Chine a sa roupie, la Chine a son yuan, la Russie a son rouble, chacun sera en concurrence. Donc voilà, mais effectivement, le yuan, année après année, va continuer de gagner comme ça en part de marché. Ça, c'est un fait. Le yuan va continuer de gagner en part de marché. Et vous avez ici donc les données, les données de la Banque des règlements internationaux. Et donc, en 2022, le dollar américain apparaissait dans 88% des échanges sur le marché d'échange, contre 31% pour l'euro, 17% pour le yen, 13% pour le GBP et seulement 7% pour le yuan, qui par contre a dépassé le CHF qui est à 5%. Donc voilà, on peut dire quand même que Wall Street reste encore le marché directeur occidental. Alors, large cap US, diagnostic graphique et valorisation pour les leaders de la cote. À un moment où clairement la tendance haussière depuis octobre dernier des marchés actions américains, elle est largement portée par les large et méga cap, en particulier les valeurs du Nasdaq, les stars de la tech, mais pas seulement. On va faire un diagnostic complet. Nous allons d'abord regarder où est-ce qu'en sont les large cap en termes de valorisation. Le chartisme, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique mensuelle. On va voir les derniers signaux techniques qui ont été donnés avec le S&P 500 qui a finalement dépassé les 4200 points, le Nasdaq qui confirme cette surperformance et ces signaux techniques dont je vous parlais depuis quelques semaines, l'analyse quantitative qui montre que le marché n'est pas encore en surachat, le sentiment des traders particuliers qui n'est pas encore au son paroxysme aussi, les données de positionnement selon le Cote Report, positionnement institutionnel sur les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq de plus en plus positif, en convergence avec la tendance haussière des indices US depuis octobre dernier, et quelques ratios d'attrait pour le risque. Alors, on va commencer par la partie valorisation. Globalement, alors c'est pas ça, voilà, globalement, en termes de valorisation, donc j'utilise ici l'excellent site Guru Focus. En termes de valorisation, nous sommes partout dans les moyennes. Vous prenez par exemple ici, vous avez donc en vert le PE de Shiller pour le S&P 500. Voilà, ça c'était le point bas de la crise sanitaire. Ensuite, le rebond décembre 2021, le bear market, vous voyez, donc le PE de Shiller, c'est le prix du marché actuel rapporté aux bénéfices des 10 dernières années passées, retraité de l'inflation. Moi, j'estime que c'est celui qui est le moins fake, dans le sens où le PE forward, c'est sur les bénéfices estimés. Alors, voilà le S&P 500, voilà le price earning forward du S&P 500. Oui, il est tout en bas. Lorsqu'on regarde ça, on se dit que c'est vraiment pas cher, le S&P 500. 18 fois les bénéfices estimés, mais en même temps, voilà, c'est ça, je vous en ai déjà parlé, les bénéfices estimés qui sont complètement perchés. Donc forcément, le prix actuel par rapport à des bénéfices attendus perchés, mais si on revoit à la baisse les estimations de bénéfices, le PE forward va remonter, donc ce ne sera pas si cher que ça. Donc overall, avec ces histoires de bénéfices estimés au doigt mouillé, moi, je pense qu'il faut mieux prendre le PE de Shiller. Et donc, alors quand même, justement, si on prend le PE de Shiller, voilà, c'est pas cher. Alors, au final, je vais vous montrer exactement où est-ce qu'on est. Ce n'est pas cher. En fait, nous sommes globalement dans les moyennes historiques des 20 dernières années, lorsqu'on regarde les différents ratios de valorisation, que ce soit le PE de Shiller ou même les anticipations de bénéfices. Je vous ai rassemblé ça ici sur ce graphique TradingView. Voilà, le temps que ça se charge. Vous avez la moyenne ici depuis 20 ans, PE de Shiller, PE ratio, price to book. La situation du marché maintenant à juin 2023. On est en fait globalement dans les moyennes de valorisation. Bien sûr, avec le rebond du marché depuis octobre dernier, on n'est plus du tout dans un marché bon marché, pas cher, mais on est dans les moyennes, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de signaux d'alerte. Particuliers. Ah oui, et puis d'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous rappeler. Swissquote Trading Day, j'ai failli oublier. Swissquote Trading Day, le 15 juin, à Genève ou en ligne, vous pouvez vous inscrire, vous avez le lien dans la description. 7 heures de conférence, soit en physique à Genève, soit en ligne, directement chez vous sur votre PC. Vous avez le lien d'inscription, toute la programmation qui est expliquée, le Swissquote Trading Day 2023. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai failli oublier d'en faire la publicité. Voilà, c'est fait. Allez-y.
Alors, donc, revenons à nos moutons. Donc voilà, on est plutôt dans les moyennes en termes de valorisation. Alors, je continue. Où est-ce qu'on en était? C'est tellement long que je suis perdu. Alors oui, d'un point de vue de chartiste, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique mensuelle. Alors là, vous regardez, vous avez ça vient aussi de Guru Focus, vous avez un tableau croisé qui est exceptionnel, qui vous montre la performance des actions américaines. Alors les méga caps, les large caps, les mid caps, les small caps, les micro caps, les nano caps, et c'est croisé avec les secteurs d'activité. Et donc regardez la performance depuis 6 mois, voilà, c'est quasiment le marché et les indices dépassent des résistances uniquement grâce aux méga cap et aux large cap. Donc ça, il n'y a pas de photo. C'est vrai que les troupes ne suivent pas encore les généraux. Ça, j'y viens plus tard lorsqu'on va parler des small et mid cap. Alors, d'un point de vue de chartiste, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique en données mensuelles. Alors, le S&P 500 aurait dépassé la Kijun-sen en données mensuelles. C'est vrai qu'il y a un petit cours de clôture au-dessus, c'est plutôt positif. On peut apprécier le fait que la lagging span dérive le long des bougies. On a quasiment un croisement de lignes de MACD par ces lignes de signal. Donc la prochaine clôture mensuelle sera intéressante, mais ça c'est vrai que c'est plutôt sympathique. En données hebdomadaires, le marché a dépassé les 4200 points. Alors, il reste ici, vous voyez que vous avez une résistance de lagging span à 4003, mais le prix est sorti du nuage. 4003 sera important, le prix monte avec son momentum. Ça va de plus en plus dans le sens du décompte fractal que j'avais mis ici en vert, d'une grande 3, et donc d'une fin de bear market en octobre 2022. L'invalidation de tout ça, en fait, ce serait le fait de repasser sous les 4160 en hebdo invaliderait le fait que nous soyons dans cette phase fractale et qu'il soit bullish. Et en données journalières, le dépassement des 4200 points donne une nouvelle cible sur le S&P 500 à 4327 points. Alors maintenant, ce qui est marquant, bien sûr, sur le marché action US, c'est la surperformance du Nasdaq. Ça, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Et je suis très content car donc j'ai un objectif atteint en données hebdomadaires sur le Nasdaq. Je vous avais expliqué que le fait d'entrer dans le nuage, je visais l'opposé, c'est fait, c'est même dépassé. Alors, le prix monte avec son momentum. En données mensuelles, alors attention, en données mensuelles, à la différence du S&P 500, le marché, à la dernière clôture mensuelle, n'a pas dépassé la Kijun. Donc là, attention sur les 13002, mais regardez la structure du MACD, on a l'impression qu'on vient, voilà, on a un croisement de lignes de signal au-dessus de 0, le RSI qui a passé 50. Bon, c'est quand même bullish et on se dit que voilà, la cible naturelle sur le Nasdaq Composite, hier là on est en train de dépasser ces niveaux-là. La tech, en fait, la tech surperforme et est en train de tendre vers ses records historiques. Voilà, par contre, c'est clairement suracheté. Moi, je vous en ai beaucoup parlé depuis ici le Golden Cross, qui venait terminer le Death Cross, donc le Golden Cross qui remonte quand même à mars 2023. Maintenant, voilà, regardez que régulièrement, il y a des phases soit de retracement, soit de transition latérale. Là, vous avez une impulsion. Il y aura bientôt soit un retracement avant de repartir, soit une phase latérale avant de repartir. Ça, c'est toujours pareil, hein. Mais la surperformance, ici, elle est établie. Alors, la partie quantitative, j'utilise beaucoup pour la tendance à court terme le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Je vous avais montré que c'était sur support en mars. Eh bien, on vise, on n'est toujours pas sous résistance. On était sur résistance, c'était en début d'année. Je veux dire, c'était en début d'année, il y a eu une correction, hop, on est revenu sur support. Ça marche très bien. Et pour vraiment la tendance court terme, c'est vraiment le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, moi qui me semble le plus intéressant. Et d'ailleurs, la dynamique reste positive par rapport au pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. On n'est pas du tout non plus en surachat. Donc ça, il n'y a pas de surachat technique quantitatif. C'est plutôt une bonne chose pour continuer. On va regarder maintenant les données de positionnement institutionnelles. Et là aussi, donc ce que je relève, c'est donc vous avez ici le rapport Commitment of Traders de la CFTC, le rapport Commitment of Traders de la CFTC, où j'ai pris donc l'indice S&P 500, le contrat futur E-mini S&P 500, les options et les futurs combinés, 2 ans d'historique, le prix dépasse des résistants, la position nette ici en jaune, donc le nombre de contrats à l'achat moins le nombre de contrats à la vente, continue de suivre une tendance haussière, c'est bullish, voilà, que ce soit les asset managers ou d'ailleurs les hedge funds, c'est différent. Déjà, ils sont moins importants en termes de
de quantité de volume, et c'est énormément de couverture. Donc, d'un point de vue de ce que ça pèse, les asset managers, je leur ferai davantage confiance sur le contrat Futuri Mini. Et si vous regardez le positionnement sur le Nasdaq, bon bah là, il n'y a pas de sujet. Les positions short s'effondrent, la position nette avance avec le prix. Voilà, il y a vraiment une convergence, et je vous remontre aussi ici deux ratios d'attrait pour le risque que je suis beaucoup. Donc au numérateur, la consommation discrétionnaire, la consommation cyclique sur les produits de base, staples, produits de base, c'est vraiment le secteur défensif par excellence. Numérateur sur dénominateur, lorsqu'il y a des signaux haussiers, le numérateur surperforme. Voilà, depuis la divergence haussière d'octobre, on a l'épaule tête-épaule inversée, cassure de résistance. Regardez la lagging span dans le nuage, on vise au haut du nuage, hop. Bon, ça c'est bullish. Et un autre ratio d'attrait pour le risque, la tech sur les produits de base. Bon, bah là, je vous avais montré ça. Regardez un peu le fait. C'est toujours pareil en Ichimoku. On entre dans le nuage, on vise la partie haute, on sort par le haut du nuage, la lagging span confirme et on vise tout en haut. Alors, la tech, attention, il n'y a pas encore de divergence baissière. Donc, mais c'est suracheté, ok, mais c'est bullish. Sans divergence baissière, ça reste en tendance haussière. Donc il ne faut pas s'amuser à shorter ça, même s'il y a parfois des petites phases de retracement, il faut mieux les exploiter pour rentrer à l'achat, parce que voilà, c'est vraiment costaud. En tout cas, ce sont des ratios d'attrait pour le risque qui vont dans le sens de cette tendance haussière qui est saine, je dirais, d'un point de vue des larges et des méga caps. Alors après, est-ce qu'elle est saine dans l'absolu? Ça, on va continuer d'avancer dans la... Donc voilà, ça c'est pour la première partie, les larges et les méga caps. Et je voulais vous remontrer ça justement sur Gros Focus. Vous avez là les... j'aime beaucoup... Donc, year to date, la performance depuis le début de l'année, ici avec un tableau croisé, donc nano, micro, small, mid, large, méga cap et par les secteurs. Vous voyez que c'est vraiment les méga caps qui tirent les indices à la hausse, alors que les petites valeurs ont beaucoup plus de mal à suivre, les troupes ne suivent pas les généraux, mais ça c'est parce que c'est la remontée des taux d'intérêt. Le contexte macro, le débat sur la probabilité d'une récession, la hausse du coût du crédit affaiblit d'abord les valeurs qui ont le bilan le plus faible, donc les petites et moyennes valeurs. Donc pour le moment, c'est un marché bullish tiré par les big caps. Alors secteur du marché action. En gros, je m'intéresse au super secteur de l'indice S&P 500. La question, elle est la suivante. La tendance haussière des larges et méga caps, elle est là. Faut-il s'inquiéter d'un point de vue sectoriel? Il faudra s'inquiéter le jour où vous aurez des signaux haussiers sur les secteurs défensifs. Alors, actuellement, la hiérarchie sectorielle, elle est typique d'un marché bullish. Avec tout en haut les secteurs cycliques, je vais vous montrer la hiérarchie sectorielle. Alors, hormis l'énergie et la finance, mais l'énergie, c'est parce que le prix du pétrole baisse. Je vous refais ce mercredi une émission spéciale sur le pétrole. Ça, c'est la perspective d'un ralentissement de la récession occidentale. La consommation a déjà commencé à reculer. Bon, mais voilà. Mais hormis ça, la tech, la consommation discrétionnaire, les valeurs industrielles, elles sont tout en haut. Les secteurs défensifs, utilities, staples et santé, ils sont au milieu de tableau tout en bas. C'est assez classique des marchés haussiers plutôt sains. Alors maintenant, voilà, il manque quand même l'énergie et les valeurs financières. Il y a quand même cette thématique de la stabilité bancaire, on a vu ça en mars, qui est quand même un bémol sur cette hiérarchie sectorielle positive. Et puis, voilà, il faudra donc commencer à s'inquiéter le jour où vous aurez des signaux haussiers sur les secteurs défensifs et le jour où vous aurez des signaux de divergence baissière sur les secteurs cycliques qui avancent, qui portent le marché. Donc c'est ce qu'on va regarder. On va les regarder sur le plan technique et aussi un peu sur le plan fondamental. Alors déjà sur le plan fondamental, je vous ai mis en bas ici des données de valorisation, en particulier le PE de Shiller. Donc alors par exemple si vous prenez la tech, elle a un PE régulé de 36 et un PE de Shiller de 41. Regardez ici tout en bas, vous voyez, vous avez ici tout en bas, le PE de Shiller de la tech, il est loin de ses records de décembre 2021. Donc ça c'est une bonne chose. Overall, vous avez par exemple le secteur de l'industrie qui actuellement domine la hiérarchie sectorielle, qui a un PE de Shiller inférieur au PE du marché. Il y a pas, en fait, d'un point de vue de la valo, je ne vais pas y passer 30 ans, on est à peu près partout dans les moyennes. D'un point de vue de la valorisation. Maintenant ici, je suis sur TradingView, vous avez la hiérarchie sectorielle, les 11 super secteurs du S&P 500. Je fais un classement year to date et donc on retrouve en performance depuis le début de l'année. Et donc tout en haut, effectivement, on retrouve tout en haut du classement la tech, les services de communication, la consommation cyclique, les valeurs industrielles, les matériaux, donc les gros secteurs cycliques, et les secteurs défensifs, staples, produits de base,
santé et utilities sont plutôt tout en bas. Alors, la finance et l'énergie sont en bas, mais c'est parce que le pétrole baisse pour l'énergie et les valeurs financières. Vous avez suivi le choc bancaire de mars. Donc, globalement, c'est quand même un marché, une hiérarchie sectorielle d'attrait pour le risque. Alors maintenant, faut-il s'inquiéter? On va regarder l'analyse technique des secteurs. Il faut s'inquiéter s'il y a des signaux haussiers sur les secteurs défensifs. Il faut s'inquiéter si vous avez et il faut s'inquiéter si vous avez des signaux de surachat sur les secteurs cycliques là qui actuellement mènent la danse. Alors déjà, je ne suis pas sur les bons, je suis sur les secteurs européens. Donc on va aller voir ici, voilà, les secteurs du S&P 500. Alors tout d'abord, regardons par exemple les utilities, secteur défensif par excellence. Voilà la pattern qu'on a. Alors c'est tout en bas. Certains verraient ici une espèce d'énorme épaule tête-épaule. Alors nous sommes ici sur un niveau de support, mais en fait c'est complètement neutre, c'est une phase latérale. Et si ce seuil-là il cède sur les utilities, c'est vraiment un signal de reprise de la baisse du secteur défensif des utilities. Voilà, on y beaucoup. En fait, c'est complètement neutre, ça twiste dans tous les sens. En fait, globalement, je vais vous montrer la plupart des secteurs défensifs, ils sont tous neutres et archi-neutres. Prenez la santé, c'est dans un triangle. Toutes les moyennes mobiles sont à plat. Et on est dans le nuage en Ishimoku, ça twist, c'est neutre. Donc les secteurs défensifs sont en position d'attente. Et on voit bien qu'ils ne sont pas baissiers, ils sont neutres. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux haussiers. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Lequel je voulais vous montrer encore, il était où c'était que je le retrouve. Oui, alors, dans les secteurs offensifs, la tech. Bon, bah, la tech, vous avez ici, voilà. Regardez la tech, regardez en Ishimoku comme c'était propre. On entre dans le nuage, on vise la partie haute. La lagging span dépasse la Kijun, on fait le pullback sur le nuage, hop, on vise ici. Alors, la tech, elle est surachetée, mais il n'y a pas encore de divergence baissière. Ici, par exemple, en novembre-décembre 2021, il y avait une divergence baissière. Dès que vous avez ça, eh bien les indices boursiers retraceront plus fortement, US. Pour l'instant, ici, ce n'est pas le cas. Les valeurs industrielles, regardez ça, pour moi, on a tenu ici l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. Donc les valeurs industrielles, je vous ai montré que ça surperformait. Là, on a fait une première impulsion. Là, on fait un trading range. Moi, je vise une sortie par le haut et un retour sur les records historiques. Là aussi, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Le secteur de la santé, donc je voulais montrer que c'était complètement neutre. Donc voilà, concrètement, et regardez le secteur de la consommation cyclique, on est en train de faire une épaule, tête-épaule inversée, on entre dans le nuage, je vise la partie haute. Donc, d'un point de vue de la hiérarchie sectorielle, la surperformance des secteurs cycliques ne semble pas menacée. Alors attention à la tech qui est en surachat, mais il n'y a pas de divergence baissière. Les secteurs défensifs sont neutres. Bon, tout ça c'est plutôt sain pour la tendance haussière actuelle des large et des méga caps US. Alors maintenant, un peu là où le bas blesse, effectivement, les small et les mid cap US sont les laissés pour compte, mais de très loin, sont les laissés pour compte du rebond depuis octobre 2022. Alors il est vrai que dans un marché haussier sain, les troupes doivent toujours finir par suivre les généraux. En clair, la hausse du marché ne doit pas seulement s'appuyer sur les larges et méga capitalisations. Malheureusement, les petites et moyennes valeurs sont nettement en retrait des grandes capitalisations boursières depuis le début de l'année, même s'il y a du mieux du côté des mid-cap. Donc, je vous remontre ici le tableau où c'est donc un tableau croisé des nano, micro, small, mid, large, méga cap en year-to-date, performance depuis le début de l'année, et croisé avec les secteurs. Donc, on voit bien que ce sont les méga cap et les large cap qui mènent la hausse. Il y a du mieux sur les mid-cap. Elles commencent à suivre mais par contre, les nano, les micro et les small cap ont vraiment du mal parce que c'est elles qui souffrent le plus de la remontée des taux d'intérêt et de cette incertitude sur le cadre économique prospectif. Alors, d'un point de vue technique, on va regarder les données de positionnement avec le rapport Commitment of Traders de la CFTC et on va faire l'analyse technique de 3 indices de small cap, le Russell 2000, le NYSE Euronext et l'indice justement des micro caps pour creuser le sujet. Alors, pour le rapport Commitment of Traders, je vais voir donc les données de positionnement sur le Russell 2000 des asset managers. Toujours pareil, contrat futur et contrat d'option depuis 2 ans. Et alors, intéressant de noter qu'en date du 30 mai, puisque là, ces données du rapport Commitment of Traders datent du 30 mai, la position nette remonte et elle est passée, regardez, la ligne de 0 est là. Les positions longues viennent de dépasser les positions à l'achat. Bon, ok, intéressant. Maintenant, regardons le positionnement sur le S&P 500 Mid Cap 400. Et alors, là, il y a une tendance haussière de la position nette.
Les positions short sont réduites, mais il y a toujours plus de positions short que de positions longues. Maintenant, sur le plan technique, et là, c'est... En fait, sur les small et mid cap, il y a deux écoles. Ceux qui pensent que c'est l'opportunité technique de long. En fait, en gros, c'est simple, et je vais arrêter de dire en fait. Si vous ne croyez pas à la récession, achetez les small et mid cap. Regardez par exemple le Russell 2000 sur quel support il est. L'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire, en février-mars 2020. Le dépassement ici, c'était avec les vaccins. Et là, voyez, on est sur ce support. Si vous ne croyez pas à la récession, allez-y, achetez ce support, gérez votre risque en dessous. Si vous croyez à la récession, ça va casser ce support. On peut regarder maintenant l'indice des micro-cap US. C'est le même topo. Vous avez ici le niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. On est stabilisé dessus. Si vous ne croyez pas à la récession, achetez les small et mid cap, elles sont en retard. Si par contre vous pensez qu'on va y plonger, et alors là je vous renvoie à la vidéo Top Gun que j'ai fait la semaine dernière. Là je n'ai pas le temps là, de retraiter tout le sujet de la récession. Je vais le refaire ces 2-3 prochaines semaines. Et voilà, c'est à vous de voir, à vous de voir. En tout cas, d'un point de vue technique, eux, ils sont encore sur support. Hein, prenez le Nasdaq, c'est difficile de l'acheter maintenant. Les supports, ils sont à Babelwed, ils sont tout en bas. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez le Nice Composite, qui est aussi un indice large. Bon, lui aussi, il est encore dans une zone pas trop éloignée. Lui, il est vraiment dans un entre-deux. C'est la totalité de la cote, hein, le Nice Composite. Indice Nice Composite. Nice, le New York Stock Exchange. On est en plein milieu. Donc voilà un peu ce topo. Donc les small et mid cap ne suivent pas encore les généraux. Ça c'est et d'ailleurs on le voit très bien. Je vous remonte ici les datas. Hein. Les nano-cap, elles sont même toutes en baisse, même les nano-cap de la tech, de la tech. En fait, c'est vrai que si vous enlevez du S&P 500, du Nasdaq Composite, les larges et les méga-cap, le marché n'est pas bullish, hein, je veux dire, il ne faut pas se mentir. Hein. Même si là, les mid-cap commencent un peu à arriver. Alors, maintenant, on a fait le marché action, maintenant je vais traiter les obligations américaines. Plus que jamais, j'estime que c'est l'opportunité d'achat des obligations, en particulier des obligations investment grade. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait il y a 3 semaines, beaucoup plus complète sur ce sujet. Là, je fais une mise à jour. C'était il y a 3 semaines dans le Top Gun. Les taux d'intérêt sont remontés récemment parce qu'il y a eu l'inflation sous-jacente est résiliente, des bons chiffres de l'emploi aux US. Les anticipations de taux d'intérêt terminal de la Fed, maintenant c'est plus 5,50. Même si là, elle pourrait faire une pause le 14 juin. Voilà, elle peut encore les remonter une dernière fois cet été. Bon, les taux d'intérêt sont remontés, ça a refait baisser un peu le prix des obligations. Mais pour moi, les taux d'intérêt du marché ne redépasseront pas les records qu'ils ont atteints avant le choc boursier avant le choc de la crise bancaire de mars. On va regarder ça ensemble. Connaissez, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait il y a 3 semaines, la corrélation inversée entre le prix des obligations mark to market et le cycle des taux d'intérêt. C'est une opportunité d'achat. Non seulement là, le prix des obligations n'est pas cher, vous avez des rendements incroyables. Lorsque les banques centrales vont pivoter, les rendements des obligations à venir qui vont être émises vont ne faire que baisser. Donc là, en achetant maintenant les obligations alors à duration longue, j'insiste, celles sensibles en corrélation inverse au cycle des taux d'intérêt. Et si vous faites des états, si vous faites des treasuries, prenez les états solides. Si vous voulez faire des obligations d'entreprise, ne prenez que de l'IG, de l'investment grade, que de l'investment grade. Vous avez des rendements entre 4 et 6% que vous allez avoir pendant plusieurs années chaque année, avec un prix qui en termes de ratio rendement-risque a beaucoup plus de chances de rebondir que de repartir en crack. Moi, j'y crois pas du tout, comme en 2021 ou 2022. Pour moi, le crack obligataire, il s'est terminé en 2022. Bon, ça, encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc voilà, donc là, pour les obligations US, c'est vraiment l'opportunité. Je vais vous remontrer quelques éléments sur ce sujet. Alors tout d'abord, ici je vous rappelle, vous avez ici le T-Note US, le contrat de taux de l'État fédéral américain, le Treasuries à 10 ans. Voilà, là c'est le crack obligataire de 2021-2022, on est stabilisé. Moi j'estime que ça y est, on est au point bas. Alors récemment les prix ont un peu rebaissé avec, vous avez ici en violet le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis, en jaune le taux d'intérêt à 10 ans. Il y a eu un petit rebond des taux qui reviennent chercher les niveaux. Donc ça, mais voilà, pour moi c'est une opportunité. Vous avez ici
les taux d'intérêt du marché US, le 2 ans, le 30 ans, le 10 ans, alors on est encore en inversion extrême de la courbe des taux, vous avez ici le taux terminal le plus probable, il y aura toujours un spread entre le taux à 2 ans et le taux terminal anticipé. Donc voilà, là on remonte en fait sur les records d'avant la crise bancaire. Là, les taux pour moi ils n'iront pas plus haut que ça. Ils n'iront pas plus haut que ça. Mon scénario sur le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis, voilà, vous avez ici, en hebdomadaire, vous aviez le double top de renversement de 2007, et les records de 2007, c'était ici un double top. J'ai reporté donc ici les niveaux à ce que fait actuellement le marché. Voilà, là il y a eu, voilà, pour moi ici, là on est en train de faire une pattern de renversement. Alors est-ce que ce serait une espèce d'énorme épaule, tête-épaule ou pas? Pour moi, le fait de revenir dans cette zone, ici c'est une énorme zone de liquidité vendeuse des taux d'intérêt. C'est le renversement baissier de février-mars 2023. C'est la crise bancaire et on voit comment ça affecte les small et mid cap. Là, pour moi, ici, dans cette zone, les taux d'intérêt vont se renverser à la baisse. C'était que mon opinion, je me trompe peut-être. Mais c'est que mon opinion. Et imaginons que même ça aille chercher un peu plus haut. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait des rendements supérieurs sur les obligations. Ça redonnera un prix d'entrée encore un peu plus intéressant sur les obligations. Et overall, à horizon 2, 3, 4 ans, c'est pour ça que je dis opportunité de long terme. J'ai pas dit cette semaine, dans un mois ou même dans 3 mois. Mais voilà, il faut bien comprendre que là, sur le marché obligataire, je vous propose de construire une stratégie de plusieurs années. Mais qu'on s'en fout. On s'en fiche du timing hyper précis au point près. C'est une stratégie de long terme. Et je vais vous remontrer d'ailleurs l'analyse technique du contrat de taux US. Il est où? Il est là, voilà, le T-Note US. Je vais vous montrer, on a une nouvelle clôture technique mensuelle, donc on peut regarder en clôture mensuelle. Voilà, moi j'estime vraiment, prenez les indicateurs de momentum. Voilà, là vous aviez ici le début du crack en décembre, début 2021 du crack obligataire, la ligne de MACD, le croisement, etc. Là, on a une belle div, ça va bientôt croiser à la hausse. Regardez les structures de RSI opposées. D'un point de vue du momentum, pour moi, on y est. Le crack obligataire a retracé quasiment 80% de toute la hausse entre 2011 et 2023. Moi, mon scénario, ici, c'est un dépassement de cette résistance. Et quand bien même on reviendrait ici, j'estime que en fait, toute cette zone-là, j'estime que c'est une zone d'accumulation de long terme pour viser à horizon 1 an, 2 ans, un rebond ici. Donc un prix de l'obligation qui repasserait de 115, 120 à 130, 140, c'est pas mal déjà en termes de prix. Et en plus de ça, chaque année, vous avez votre coupon. Donc voilà, moi ce que je veux dire par là, c'est que cette remontée des taux d'intérêt, j'estime que ça vous donne un bon timing pour rentrer sur les... et on va même regarder un bon timing pour rentrer sur les rendements obligataires. Et si vous regardez par exemple le positionnement des hedge funds sur le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis, plus ça remonte, plus ils sont short. Et ils ont commencé, regardez, ils ont commencé à shorter. Ici, c'était dès octobre, novembre 2022, les hedge funds. Dès octobre, novembre 2022. Et donc, ils ont commencé à shorter ici. Voilà, c'est eux qui ont eu raison. Ils ont commencé à shorter le point haut. Et là, tout ce rebond des taux, ils shortent massivement. Parce que s'ils anticipent, c'est une réplique ici de cette baisse. Moi, mon scénario, c'est qu'on finira par rentrer dans le nuage, ici, en Ishimoku. Si je reviens simplement à l'aspect purement technique. Donc voilà, ça pour moi, c'est ce que j'estime être une première opportunité. Alors maintenant, on a fait les actions US, les secteurs US, les large cap, les mega cap, les obligations US. Maintenant, le dollar américain. Là, je fais suite à ma vidéo spéciale que j'ai enregistrée la semaine dernière dans le Fast and Forex, à savoir est-ce que le dollar américain fait un point bas de long terme ou s'agit-il d'un dead cat bounce? Je dirais que de plus en plus, mon argumentaire va dans le sens d'un dead cat bounce. Alors attention, dans le sens d'un dead cat bounce sur le dollar américain, c'est-à-dire dans le sens de ce scénario-là. Le marché a fait donc une première jambe de baisse entre octobre 2022 et février, et là nous serions dans une vague B en 3 temps, A, B, C, et là nous sommes dans la vague C. Et voilà, pour moi, tant qu'on reste sous les 105,80 sur le dollar américain face à un panier de devises, tant qu'on ne dépasse pas cette trendline, qu'on reste sous les 105,80, j'estime que derrière, il y a plus de probabilité de redémarrer la baisse. Effectivement, dépasser cette résistance, ça invaliderait mon scénario car on validerait un double bottom. Mais moi, ce que j'observe, en fait, c'est que dans cette remontée ici du dollar US face à un panier de devises, il y a globalement assez peu de participation. Alors déjà, première chose, premier élément, le
La remontée du dollar, elle est due au fait que le marché pense qu'il reste une dernière hausse de taux de la Fed. Ce sera 5,50 cet été. On n'en est pas loin du taux terminal. On n'en est pas loin du taux terminal. Lorsque vous regardez aussi, c'est ça que je voulais vous montrer, les spreads de taux du marché. Voilà, je vais vous montrer ça. Les spreads de taux du marché USD versus le reste du monde. Donc voilà, vous avez ici en bleu, vous avez le dollar américain qui a fait son rebond en mai parce qu'il y a eu un rebond des spreads USA versus Japon, USA versus Allemagne, USA versus... Et là, les spreads ont tendance à commencer un peu à marquer le pas. Bon, alors là c'est pareil. Le dollar US, pour vraiment valider un scénario de dead cat bounce, il faudrait recasser 103. Donc c'est possible qu'on aille titiller par ici, et c'est là où ce sera important. Dans ce rebond-là, je trouve qu'il y a je vais aller voir un peu du côté du positionnement institutionnel, et en particulier, j'ai regardé par exemple les données d'asset under management ici d'un des plus gros ETF long dollar US du monde, l'Invesco Deutsche Bank US Dollar Bullish. Sur l'ensemble du mois de mai, l'asset under management, il est carrément flat. Donc voilà, il n'y a pas eu un positionnement offensif acheteur des institutionnels. Lorsque vous regardez le rapport maintenant Commitment of Traders, avec les toutes dernières datas, on va prendre le positionnement sur l'euro-dollar des asset managers. Alors oui, la position nette commence un peu à reculer, mais on n'a pas encore enfoncé le dernier sommet. Il n'y a pas d'augmentation des positions short ici sur l'euro-dollar. Lorsqu'on regarde le GBP USD, alors il y a un petit recul de la position nette chez les asset managers, mais il y a toujours plus de positions longues que de positions short. Chez les traders de hedge fund, il y a même une remontée de la position nette qui considère que ce serait plutôt une opportunité de se placer à l'achat sur le GBP USD. Donc voilà, il y a des éléments, moi, qui de plus en plus me font penser qu'il s'agit d'un rebond du chat mort. Mais voilà, pour que ce scénario soit le bon, il faut naturellement que la Fed ne dépasse pas le taux terminal des 5,50 et finisse par enclencher un pivot, finisse par enclencher son pivot. Et là, bien sûr, ce sera lié au cadre économique prospectif et surtout plus que jamais à l'évolution des perspectives de désinflation. Trueflation actuellement est au gouffre. Inflation est au gouffre. L'inflation sous-jacente, par contre, elle est résiliente. Ça, c'est un peu le problème du moment. Mais voilà, sur le dollar US, le débat, il est vraiment encore ouvert. Donc, il faut rester prudent. Moi, je vais actualiser en fonction des nouvelles datas ça chaque mercredi dans le Fast and Forex. Voilà, chers amis, c'était mon tour d'horizon de Wall Street. Action secteur, obligations, dollar US. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore beaucoup pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et puis, voilà. Passez une excellente semaine. Merci à tous.